Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'investigation qui s'intéresse à l'Asie, le continent de tous les espoirs entre enfer et paradis. Pour notre premier documentaire, je vous propose de découvrir l'un des pays les plus développés au monde avec une insolente croissance économique. Il s'agit de Singapour. La cité-État est aujourd'hui l'une des destinations préférées des expatriés. Et s'ils sont chaque année plus nombreux à s'y installer, la qualité de vie, le niveau de sécurité et la fiscalité très avantageuse y sont pour beaucoup. Nous avons suivi des Français tentés par l'aventure. Pour investigation, ces familles nous font partager leur quotidien, mais vous allez constater qu'à Singapour, tous les étrangers ne bénéficient pas des mêmes conditions de vie. Entre Eldorado et esclavage moderne, regardez Singapour, l'île aux multiples visages, un film de Marion Zipfel et Thomas Delorme pour investigation. À quoi tu penses? Oh là là. T'es content toi de partir? La famille de Marie-Sophie se prépare à faire un long voyage. Pendant que son mari termine l'état des lieux de leur maison, c'est chez une amie qu'elle vit ses derniers instants à Lille. Il y a des petits salés là. Ce matin, je les ai pas vus. Mais à mon avis, dans la voiture, on va avoir des torrents de larmes. La tension est palpable. Les Legras s'apprêtent à changer de vie. Marie-Sophie, son mari et ses 4 enfants partent s'installer à Singapour, en plein cœur de l'Asie. Le départ est imminent. Je reviens, parce qu'on doit partir dans 1 heure. Leur déménagement est parti par bateau quelques semaines plus tôt. Marie-Sophie ferme les derniers bagages. Alors ça, c'est bagages papa, maman, bébé, et ça, c'est les 3 autres garçons. Une fois les valises dans la voiture, direction l'école pour récupérer les 3 autres enfants. Mais leur départ ne va pas passer inaperçu. Je suis un peu à la bourre, hein. Oh là là. Pour éviter les larmes et l'émotion, c'est au pas de course que toute la petite famille s'engouffre dans la voiture. Encore quelques heures et ils seront dans l'avion, prêts pour un voyage de 14 heures qui les mènera vers leur nouvelle vie, à plus de 10 000 km d'ici. Singapour, petite cité-État située à l'extrémité méridionale de la péninsule malaise, indépendante depuis 1965. Elle est aujourd'hui reconnue pour son efficacité légendaire, son revenu par habitant parmi les plus élevés au monde, sa fiscalité avantageuse, ses systèmes d'éducation et de santé à la pointe et un taux de chômage d'un peu plus de 2%. Depuis les émeutes raciales de 1964, Singapour est devenu réputé pour sa sécurité et ses rues impeccables. Ce centre financier attire les fortunes du monde entier. On y trouve le plus grand nombre de millionnaires au kilomètre carré, une véritable Suisse asiatique. En 10 ans, la ville est devenue la seconde destination favorite des Français en Asie, derrière la Chine. On estime que 15 000 Français résideraient dans la cité-État, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Son image de ville à l'entreprise facile séduit des centaines d'Européens chaque année. Pourtant, derrière cette trop belle vitrine et cette réussite insolente, Singapour cache une réalité moins reluisante. Depuis le début des années 70, la ville s'est enrichie sur le dos de milliers de travailleurs migrants. Du milliardaire, à qui tout semble réussir, aux ouvriers bangladais exploités sur les chantiers, en passant par des Français en quête de réussite et des domestiques aux conditions de travail déplorables, plongés dans une ville aux multiples visages. « 6h15, Singapour dort encore, mais pour Vincent, c'est le début de la journée. Comme tous les mercredis, avant d'aller travailler, ce jeune réunionnais commence par une séance de musculation. Il y a 6 ans, il découvre la ville en échange universitaire et c'est le coup de foudre. Pas question de retourner à La Réunion, Vincent décide alors de tenter sa chance à Singapour. Ça y est, la journée peut commencer? La journée peut démarrer, ouais. Et la journée de Vincent
Depuis un an, elle ne ressemble plus à son ancienne vie d'employée de bureau. Avec 2 amis, il vient de monter une start-up. Ils ont installé leurs locaux non loin des quartiers d'affaires, dans une petite rue de Chinatown. Salut. Et si Vincent fait du sport le matin, c'est aussi en relation directe avec son business. Son entreprise fabrique et livre des plats diététiques directement dans les salles de sport, une idée qu'ils sont pour l'instant les seuls à exploiter. Vous avez besoin de quelque chose au supermarché? Non? C'est bon? Ok. On fait des plats sains, élevés en protéines, avec des produits de qualité qui répondent à une demande pour les gens qui font du sport. Et l'idée séduit. Dans une ville focalisée sur la performance, avec peu de temps pour déjeuner, les clients accourent. En quelques mois, l'entreprise de Vincent a fait un bond. Elle livre à présent 700 repas par semaine à des clients fidèles. On a un prix fixe, donc c'est 12,90 $. Quand tu vas au restaurant à Singapour, tu en as pour minimum 30 $. Cette idée, elle est née directement de ses premiers mois à Singapour. Vincent venait de décrocher un job, mais il avait alors du mal à trouver de la nourriture saine. Tu prends du poids, tu sais pas trop d'où ça vient, tu penses que tu manges sainement au food court, parce que tu fais quand même attention. Au final, comme ils mettent des produits, ils mettent beaucoup de sel, beaucoup de mauvaise huile. Au final, même si tu essaies de manger des légumes ou du riz, il y a toujours quelque chose dedans qui ne le fait pas. Donc en termes nutritionnels, le food court, je dirais que c'est plus ou moins équivalent au McDo. Alors pour proposer une alternative, Vincent et ses amis ont monté une start-up. En seulement quelques clics et très peu de paperasse, ils sont devenus chefs d'entreprise. De l'autre côté de la ville, dans le quartier cossu de Cluny Park, chez les Rogers, c'est l'heure du petit déjeuner. C'était comment Rome? C'était bien. Et qu'avez-vous fait après Rome? On est rentré. Et après Hong Kong? On est revenu ici quelques jours, puis on est allé à Hong Kong. Je peux te montrer mes photos avec Minnie. Avec Minnie Mouse? Mais pourquoi tu l'as pas ramenée à la maison? Pourquoi tu ne l'as pas ramenée ici? Je suis sûr qu'elle n'est jamais venue à Singapour. Chez les Rogers, le matin, on se raconte les voyages des derniers jours. Sa femme Paige et ses filles ont fait un tour d'Europe, pendant que Jim enchaînait les conférences à travers le globe. Nous avons fait un voyage superbe. Nous sommes allés à Oxford, puis à Venise et Rome, et ensuite Disney à Hong Kong. Et nous sommes juste revenus samedi, et là on est lundi. Et Jim vient juste d'arriver ce matin à 4 heures. Jim Rogers est millionnaire. Cet Américain de 74 ans a bâti sa fortune dans les années 70 avec un fonds d'investissement. Et son partenaire n'est autre que le célèbre investisseur George Soros. Mais depuis 10 ans, Jim a décidé de laisser les États-Unis et l'Europe pour s'installer en Asie. Pour cet as de la finance, c'est ici qu'il faut être. L'Asie sera le continent avec la plus forte croissance économique dans les prochaines décennies. Quand nous avons pris cette décision, c'était à cause d'elle et d'elle. Nous voulions être sûrs qu'elle parle le mandarin. C'était purement et simplement la raison de notre venue ici. Je voulais qu'elle connaisse l'Asie et qu'elle parle mandarin, parce que l'Asie sera la partie la plus importante du monde durant leur vie. Le système éducatif est extrêmement rigoureux. Elle a eu plus de devoirs en 3 ans que moi en 12 ans aux États-Unis. Quand il n'est pas en voyage à l'autre bout du monde, Jim Rogers démarre sa journée par une promenade dans le jardin botanique, à 2 pas de leur maison. Oh, regarde le joli papillon! Tu as vu le papillon, ma puce? Ne le touche pas! Mais non, je vais pas le toucher. C'est ma statue préférée de tout le parc. C'est ton endroit préféré ou ta... Statue. Statue. Pourquoi c'est ta statue préférée, Bee? Parce qu'il joue du piano et je joue aussi du piano. Paige et moi, nous avons passé 3 ans à parcourir le monde. Nous sommes allés à Singapour et 116 autres pays. Nous sommes arrivés ici et il y avait l'orchestre symphonique de Singapour. Il faisait une nuit spéciale Beethoven, juste ici, gratuit. L'endroit était bondé, vous pouvez l'imaginer, pas de police. C'était un contraste saisissant avec New York, si vous êtes déjà allé à Central Park. C'était magnifique. À Singapour, un habitant sur 8 est millionnaire. La ville a su tout faire pour attirer les fortunes d'Asie et d'ailleurs. Singapour est et a toujours été une ville très sûre. La criminalité est inexistante ici.
Et le seul crime qu'il pourrait y avoir, ce seraient des familles qui se taperaient dessus. C'est un endroit idyllique et merveilleux pour vivre. Il y a de bonnes écoles, un bon système de santé, tout fonctionne. À New York, rien ne marche. Ici, tout fonctionne. À peine rentré de la promenade matinale, Jim est aussitôt sollicité pour répondre à une interview téléphonique. Jim Rogers, c'est un peu le gourou du monde de la finance. Les médias du monde entier l'appellent pour lui demander ce qu'il pense de l'économie de tel ou tel pays. Bienvenue dans notre émission avec notre investisseur légendaire. C'est un honneur, Mr. Jim Rogers. Je suis ravi d'être avec vous, très content d'être là. Pendant que le médiatique millionnaire livre ses prédictions les plus pessimistes sur l'économie mondiale, de l'autre côté de la propriété, Mademoiselle Lee arrive. Chez les Rogers, le personnel ne manque pas et a des tâches bien définies. Mademoiselle Lee a un statut particulier, c'est elle qui enseigne le chinois aux filles de la maison. Aujourd'hui, on va lire ce texte. Lecture et compréhension. Laisse-moi voir. Bon, dans ce texte, il y a quelques mots. Lis ces 3 mots, s'il te plaît. Pour Jim Rogers, la priorité, c'est l'apprentissage du chinois. Alors pour ces 2 filles, rien de mieux qu'un professeur venu de Chine. Je viens de Kunming. Mais cela fait 10 ans que je suis à Singapour. J'enseigne dans une école ici. Grâce à leur gouvernante chinoise, les 2 jeunes filles parlent déjà un mandarin impeccable. Pour leur père, ce sera un atout indispensable pour leur vie future. Singapour n'attire pas que les grandes fortunes en quête de réussite financière. Avec sa position géographique proche de la Chine et sa croissance fulgurante, les sociétés du monde entier convoitent aussi la cité-État. Chaque année, des milliers d'expats viennent s'installer à Singapour, détachés par de grandes entreprises pour développer leurs activités en Asie. 450 entreprises françaises sont implantées ici. Pour des familles entières, c'est souvent un changement de vie radical. C'est le cas des Legras. Nous les retrouvons 6 mois après leur départ de l'île. Marie-Sophie, Bruno et leurs 4 enfants ont élu domicile dans une maison, dans le quartier de Serangoon. Et la famille s'est bien adaptée au climat local. Tu me passes le lait, s'il te plaît, Constant? Ici, ça fait un peu vacances. On est en plein air. Une fois sur 2, on a le soleil dans la tronche. C'est agréable, c'est sûr que c'est agréable. La vie est bien différente de l'île. Singapour est situé tout près de l'équateur. Le thermomètre affiche régulièrement plus de 30 degrés. On n'a pas besoin de mettre de chaussettes, de pulls, de gants, de manteaux. Si maman, des chaussettes quand on va au sport? Ah oui, quand on va au sport, ouais. Quand on était à Lille, il fallait 1 heure pour s'habiller. Là, au moins, on se pose pas de questions. En plus, les uniformes, c'est pratique parce qu'au moins, ils peuvent pas donner leur avis. Autre changement radical par rapport à la France, l'absence régulière de Bruno. Le mari de Marie-Sophie est détaché par une grande entreprise française. Il voyage souvent. Il y a beaucoup de maris qui partent. Moi, le mien, j'ai de la chance parce qu'il part pas si souvent que ça. Il part 1 semaine par mois, en gros. Donc, ça va. Chaque matin, c'est à vélo que les garçons partent à l'école. Ils sont scolarisés au lycée français. Pour s'y rendre, il faut traverser Serangoon. Serangoon, c'est le quartier français de Singapour. Ce n'est pas pour rien si ici on le surnomme Little France. Allez, je vais le déposer. Allez, go. On va laisser ton casque cette fois sur la trottinette. Une fois les enfants en classe, Marie-Sophie en profite pour découvrir la ville avec une amie. Gaëlle est à Singapour depuis 6 ans. Elle lui sert de guide lors de leur virée en ville. Le passage obligé pour tout nouvel arrivant à Singapour, c'est Mustapha, dans le quartier indien.
Un grand centre commercial sur plusieurs étages, une caverne d'Ali Baba où l'on trouve de tout, de l'appareil électronique aux bouteilles de lait. Ah, organique en plus. Il est pas très cher là. Ah, je vais en prendre un. À Singapour, on trouve de tout, ou presque. Mais 90% des biens de consommation sont importés et les prix de certains produits peuvent parfois donner le tournis. En fait, on trouve de tout si on a des sous, quoi. C'est toujours pareil. La pâte feuilletée à 8 $, moi, ça me fait mal d'acheter ça. Donc, 50 centimes en France, c'est quand même plus sympa. Donc, il prend des pâtes feuilletées, du gruyère. Le gruyère aussi, c'est hyper cher ici. La meilleure façon de faire des économies, c'est de se nourrir avec des produits locaux ou de la région. Mais Marie-Sophie n'a pas encore réussi à franchir le pas. Moi, j'arrive pas à essayer parce que je sais pas comment les cuisiner. Alors, notre helper, elle nous fait de temps en temps des petits plats de son pays, donc indonésien. Elle fait pas mal de poissons, c'est très bon. Mais la viande, déjà, elle mange pas de porc, donc elle nous fait pas trop de plats au porc. Mais après, d'autres viandes, non, ça sent bon. Les fruits sont parfois plus faciles à aborder. C'est joli, là. Ouais, c'est joli. C'est très joli. T'as peur de te piquer. Ah, ouais. Mais non, ça ressemble aussi pareil au litchi. T'aimes bien les litchis? Ouais. Bah, ça tu peux goûter. Les litchis, pareil, c'est très bon aussi. Hein, pour, ça s'appelle des ramboutans. Ça, c'est les litchis, c'est des ramboutans. C'est qu'on découvre plein de choses ensemble, une nouvelle culture, des nouveaux goûts. Moi, j'aime bien. C'est carrément sympa. Nouveaux pays, nouveaux produits et nouvelles langues. À Singapour, l'une des langues officielles, c'est l'anglais. Pour Marie-Sophie, c'est un changement de plus. Je suis pas fluente, mais je me débrouille, je comprends et je me débrouille. Là, je parle, c'est pour parler de choses basiques, ça va. Mais c'est pas évident, quand même, pour se faire comprendre. Quand on vient d'arriver et qu'on a un peu la tête pleine. Et puis en plus, ils parlent l'anglais, mais pas forcément avec notre accent, avec un accent différent. Donc, en fait, si on ne parle pas avec leur accent, ils ne comprennent pas. Il faut parler leur English. Visa. Pendant que les deux amis terminent leurs achats, nous retrouvons Vincent. La cuisson de ses plats est terminée, chaque apport calorique est défini à la loupe. On mesure chaque grain de riz, chaque morceau de haricots, le poulet pareil, tout est mesuré. Et c'est pour ça que les gens nous font confiance, qu'ils achètent toutes les semaines. Pour développer sa start-up, Vincent doit recruter. Mais face au mécontentement de la population qui ne se sent pas assez favorisée, le gouvernement doit limiter l'embauche des étrangers dans certains secteurs. C'est que le gouvernement met plus de pression sur employer des Singapouriens. Avant, les entreprises qu'elles faisaient, c'est recruter des gens de pays aux alentours pour les tafs, pour les travails que même les Singapouriens ne voulaient pas faire. Et avec 700 plats par semaine et seulement 6 personnes à temps plein, tout le monde doit mettre la main à la pâte au moment de l'emballage des plats. Pourtant, Vincent le sait, avec ses plats équilibrés, il se positionne sur un marché de niche, mais porteur. C'est un marché qui commence à se développer, oui. Il y a 2 ans, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Et petit à petit, il y a des boîtes qui commencent à se monter dans le centre ou ailleurs et qui commencent aussi à faire des salades, des petits trucs comme ça. Donc c'est un marché qui commence à se développer ici. C'est pas comme aux US, mais ça arrive. En attendant, c'est avec sa voiture et tout seul que Vincent effectue les livraisons. Il passe de salle de sport en salle de sport pour livrer ses clients. À la fin du mois, son entreprise aura les moyens d'externaliser la distribution. Une étape cruciale qui leur permettra de se concentrer davantage sur le développement de leur structure. Avec une croissance annuelle de 7%, la cité-État est devenue le symbole de la réussite économique en Asie. Mais à quel prix? Depuis le début des années 70, la ville a fait venir en masse une main-d'œuvre étrangère peu qualifiée pour participer aux grands chantiers de construction ou travailler dans les services. Ils représentent 1 habitant sur 3. Face au ras-le-bol de la population, le gouvernement commence à limiter l'immigration, mais les travailleurs continuent d'affluer d'Indonésie, du Myanmar
des Philippines, de Malaisie, de Chine, du Sri Lanka ou du Bangladesh, avec l'espoir de grappiller quelques miettes du gâteau singapourien. Pour ces piliers de la croissance, leurs conditions de travail sont loin d'être idylliques. 8 décembre 2013, environ 400 travailleurs d'Inde et du Bangladesh manifestent dans le quartier Little India. En cause, la mort de l'un des leurs dans un accident de bus. 39 personnes sont blessées, 25 véhicules incendiés. Ce sont les révoltes les plus violentes depuis les émeutes raciales de 1964. C'est l'étincelle qui fait exploser la rage accumulée depuis des décennies par ces travailleurs. Aujourd'hui, la situation pour ces travailleurs étrangers s'est-elle améliorée? Pour le savoir, nous avons rendez-vous avec Habib dans le quartier de Little India. Ce jeune ouvrier du Bangladesh travaille sur les chantiers comme plombier depuis 8 ans. Il a accepté que nous l'accompagnions sur son lieu de travail. Je dois juste parler à mon patron. Si mon patron dit oui, ok, vous pouvez venir avec moi, il n'y aura pas de problème. Bonjour boss. Ces personnes voudraient monter avec moi pour me filmer pendant que je travaille. Non, ils ne peuvent pas monter. Mais le contremaître n'est pas de cet avis. Sans autorisation de la société qui dirige le chantier, nous ne sommes pas autorisés à rentrer. Nous devons nous contenter de filmer d'extérieur. Ici, les ouvriers construisent un complexe de HDB, l'équivalent de nos HLM. Ce type de logement public a été mis en place dans les années 70 pour permettre aux Singapouriens de devenir propriétaires. Les ouvriers qui construisent ce bâtiment viennent tous d'Inde ou du Bangladesh. Ils n'auront jamais accès à ce type de logement, mais ils viennent à Singapour pour une autre raison. Je viens ici pour gagner de l'argent. Je prends soin de mon frère, ma mère, ma sœur, ma famille. Il n'y a que moi qui m'en occupe. L'argent que je gagne ici, je l'envoie directement au Bangladesh. Je ne gagne pas la même somme tous les mois. Des fois, c'est 300 €, un autre mois, ce sera 450 ou 200, parfois rien. Pourquoi est-ce que parfois vous ne gagnez rien du tout? L'entreprise n'a pas toujours de chantier. Un salaire dérisoire et qui fluctue, mais pourtant 5 fois supérieur à celui de son pays. Grâce à ce revenu, il peut faire vivre plusieurs membres de sa famille restés au Bangladesh. Je ne sais pas combien de temps je vais rester à Singapour. Dès que j'ai économisé assez d'argent, je retourne chez moi au Bangladesh. Un second contremaître va venir nous voir. Il est bangladais. Nous allons alors lui demander discrètement ce qu'il pense des conditions de travail des ouvriers. Je vois tous ces gens qui travaillent à Singapour. Ils sont très heureux. Au niveau du salaire, des conditions de travail, d'installation, tout ce qu'on leur donne. S'ils sont blessés ou s'ils ont des besoins médicaux, tout est payé par l'assurance et l'entreprise. Tout est régi par un système efficace. Les travailleurs donnent leur temps à l'entreprise qui les paye en retour, quand ils finissent le travail dans les temps. C'est un très bon système. Un système vanté par ce chef de chantier, mais qui nous laisse sceptiques. Au-delà de leur salaire qui ne dépasse guère les 500 € par mois, quels sont les droits effectifs de ces ouvriers? Nous décidons alors de montrer l'interview du contremaître à Debbie, qui défend depuis 20 ans la cause des travailleurs migrants à Singapour. Elle accompagne aujourd'hui un travailleur au tribunal. Il est en procès avec la compagnie qui l'emploie. Depuis longtemps. Depuis son accident, il n'a pas le droit de travailler. Quand a eu lieu ton accident? Le 17 mai. Donc depuis plus d'1 an, son salaire n'a pas été versé parce qu'il ne travaille pas. Et il n'a pas eu non plus de compensation pour sa blessure, car c'est la nature du litige. Sans approbation de l'entreprise qui l'emploie, l'ouvrier ne peut travailler autre part et se retrouve donc sans salaire. Nous montrons alors la vidéo du contremaître à Debbie. Ce n'est pas l'expérience que j'ai eue, donc je ne sais pas pour ce cas précis. Mais les hommes avec qui on travaille n'ont pas de patron comme celui-là. Le patron dit peut-être ça parce qu'il sait que vous le filmez. Mais ce n'est pas notre expérience.
Je dois dire que nous n'avons pas eu affaire à des cas de personnes qui sont payées en temps et en heure et heureux dans leur travail. Il y en a sans doute, je ne peux pas parler pour tous. Ce qui est très fréquent, c'est que le travail est dur, que les salaires sont bas et que les patrons ne traitent généralement pas bien leurs employés. Le coût principal pour les ouvriers, ce sont les agences de recrutement. Un business légal qui leur permet d'obtenir un permis de travail. Les coûts de recrutement sont tellement élevés que cela prendrait pour un homme venu du Bangladesh entre 1 ou 2 ans pour rembourser ses frais avant même de pouvoir commencer à gagner de l'argent. Ici, il n'y a pas de salaire minimum. J'ai vu des salaires aussi bas que 6 à 7 euros par jour. Mais même s'il s'agit de 250, 400 ou 500 euros par mois, c'est toujours trop bas compte tenu du coût de recrutement. Ici, ils ne peuvent pas changer d'emploi. Quoi qu'il arrive, même si c'est une petite blessure, ils ne sont plus autorisés à travailler. Et s'ils demandent une indemnisation, l'employeur peut annuler leur permis de travail et ils ne pourront plus travailler dans le pays. Le soir venu, nous retrouvons Debbie à l'étage d'un petit restaurant de Little India. C'est ici qu'avec une dizaine de bénévoles, elle essaie de venir en aide aux travailleurs en difficulté. Tu peux demander à voir un médecin. Quand tu vas voir le médecin, n'aie pas peur. Ils font la queue ici. Nous avons toujours environ 300 personnes qui viennent pour des repas, donc ils font la queue pour obtenir leur ticket. L'association de Debbie leur offre un repas chaud toutes les semaines et des conseils pour faire valoir leurs droits auprès des employeurs. C'est ici aussi que nous rencontrons Naïm. Comme chaque semaine, ce Bangladais de 41 ans vient chercher son repas à l'association. Naïm est électricien, mais suite à un accident, il ne peut plus travailler. J'étais en train de faire mon travail. Pendant que d'autres travaillaient à côté, je suis tombé, je me suis coupé la main, donc j'ai dû arrêter mon travail. Je ne peux plus travailler à cause de ma main. Je me suis coupé de là à là et je ne peux plus bouger cette partie de la main, ni porter quoi que ce soit. Regardez comment je porte mon sac. Blessé, sans revenu, Naïm vit dans une situation compliquée. Nous le suivons alors chez lui. Il veut nous montrer les conditions dans lesquelles il vit. Ma chambre, c'est celle-là. Là, c'est mon lit. Nous vivons tous ensemble, 10 personnes. Et voilà mon ami. Un espace confiné où la vie de chaque ouvrier tient dans une minuscule boîte. Certains travaillent de nuit, d'autres de jour. Leurs conditions de travail et de logement sont précaires, bien loin de ce qu'ils imaginaient. C'est très difficile. On vient à Singapour pour se lever le matin, aller au travail et ne revenir qu'une fois la nuit tombée. C'est toujours la même chose et on ne peut rien faire pour que ça change. Le soir, Naïm retrouve ses amis pour partager un repas. Malgré leur situation, tous ont le même espoir. À vrai dire, je me sens comme lui. Je suis venu à Singapour gagner de l'argent pour rentrer ensuite au pays et monter un business ou faire quelque chose comme ça. Se faire de l'argent et rentrer au pays, le Graal pour ces ouvriers. Peu importe la durée de l'éloignement, les conditions, seul un travail à Singapour leur permettra d'atteindre cet objectif. C'est en fait un peu ennuyant parce que ma famille me manque tout le temps. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, ils me manquent. Je suis venu pour réaliser mon rêve, donc je reste à Singapour pour réaliser mon rêve. Je ne pense qu'à ça, donc je dois m'y accrocher aussi longtemps que possible. Tant que je suis à Singapour, je peux porter mon rêve. Je dois le porter seul. Encore un peu. Tant que les salaires seront 5 fois supérieurs à ceux de leur pays d'origine, les travailleurs migrants continueront d'affluer par milliers vers la cité-État pour vivre quelques fragments du rêve singapourien.
Avec 2,5% de chômage et l'image d'une ville à l'entreprise facile, Singapour attire toujours plus de monde. Aujourd'hui, la cité-État compte 5,4 millions d'habitants, dont à peine 60% de locaux. À l'horizon 2030, la ville devrait compter un habitant sur 2, venu de l'extérieur. Mais tous les étrangers ne sont pas dans la même situation. Béatrice est arrivée de Tahiti il y a 10 ans. Après un court passage au Japon, elle a décidé de s'installer à Singapour pour y monter une école de danse. Béatrice a eu une idée originale, mêler danse tahitienne et fitness. Dans le cours, des femmes de toute nationalité. Le concept a ses adeptes. Quand je suis venue ici la première fois, je voulais juste faire un peu de sport, me bouger. Parce qu'à Singapour, on ne fait pas réellement de sport à l'extérieur. Il fait trop chaud. Après ça, j'ai réalisé que c'était un moment relaxant pour m'évader de mon travail. C'est pour cette raison que j'aime venir dans ce cours. Cette idée, Béatrice l'a eue avec sa sœur il y a 6 ans. Après 3 années difficiles, l'entreprise a pris de l'ampleur. On est passé d'une dizaine de personnes. Au début, j'ai commencé ça plus comme une passion, un hobby, au niveau du dance fitness. Puis là, on passe à une centaine. On va sûrement encore, tous les ans, on monte de 20, 30 personnes. Mais si son club se porte bien, Béatrice ne dort pas sur ses lauriers. Dans cette ville, rien n'est jamais gagné d'avance. Le défi, en fait, c'est qu'à Singapour, les choses bougent beaucoup. Ça, c'est aussi une autre partie que tout entrepreneur doit voir. C'est que la fidélité ici n'est pas le fort du marché singapourien. Il saute d'une activité à une autre, comme de restaurant à un autre. Parce qu'il y a tellement de choses, de diversité, les choses ouvrent, ferment ici. Donc les Singapouriens ici sont habitués à passer d'une chose à une autre. Donc la clientèle, elle change tout le temps. Et c'est vrai qu'il faut y aller, il faut prendre beaucoup d'actions et il faut pas se décourager. Voilà. Alors pour maintenir son activité, la jeune Tahitienne crée constamment de nouveaux programmes et forme des assistantes. On lance un nouveau programme avec toute l'école, tous ensemble, en fait, et ça s'appelle Empowered Body. Et donc voilà, c'est à propos du body conditioning. On fait tout ici. Then you have the other option, which is to cross these two, and then you're gonna pull it to the sides here, and then we release. Entre cours de fitness, danse tahitienne et nouveaux concepts, Béatrice a trouvé la formule pour faire avancer son entreprise, se renouveler sans cesse. Indispensable dans une ville en constante évolution. Allez, let's go! Surtout que Béatrice ne doit compter que sur elle-même en tant qu'expatriée. À l'inverse de ses compatriotes détachés par de grandes entreprises, la jeune Tahitienne doit assurer elle-même ses frais médicaux, ses assurances et surtout le loyer. Béatrice habite dans un condo, un complexe d'appartements modernes et de standing. Mais vivre à Singapour coûte cher. Les dépenses principales se situent surtout au niveau du loyer. Pourtant, je suis assez loin du centre. Ça peut valoir entre 3 500 et 4 000. Donc c'est à peu près 3 000 euros, 3 000 euros par mois. Ce loyer exorbitant, pour seulement 50 mètres carrés et à 20 minutes du centre, absorbe une bonne partie du budget de Béatrice. Ces types de dépenses créent un gap entre les Français venus s'installer de leur propre chef et les Français détachés par une grande entreprise. Pour les détachés, la majeure partie des frais d'installation, de scolarisation, de santé et d'hébergement sont pris en charge par leurs entreprises. Être détaché, c'est en fait continuer avec les garanties françaises à l'étranger. Un package qui pousse de nombreux Français à tenter une expérience en dehors de l'Hexagone. À Singapour, ils sont près de 5000. Nous retrouvons Marie-Sophie et ses enfants dans le quartier de Serangoon. Les 4 enfants viennent de rentrer de l'école. C'est un petit moment de détente dans la piscine avant l'heure du goûter. Je vais chercher ta chaise. Ah voilà, ça c'est ce que vous pouvez goûter les enfants. Ah mais elle l'a enlevé du... D'accord. Ah, c'est des grenades. Je pensais que ça se mangeait pas comme ça moi.
Si, ça se mange. Ah, mais ça, on en a goûté à Bali, vous vous souvenez? Très très bon. Et au menu cet après-midi, les fruits achetés quelques jours plus tôt. Vous connaissez les noms un peu de ces fruits-là? Ça, c'est des... Je crois que ça, c'est des grenades. Grenades, ça, c'est des litchis. Et ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça, c'est hyper bon. Tu veux goûter, Marius? Un petit bout. On peut prendre un mentos. Entre découvertes gastronomiques et moments de détente, la vie à Singapour est paisible. Marie-Sophie et sa famille profitent pleinement de ce confort, d'autant que chez les Legras aussi, on a une employée de maison. On n'a pas de nom, c'est juste une helper. Ah bah... Et qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui nous aide. C'est une personne qui nous aide à la maison pour plein de choses. Donc ah bah oui, ça change la vie, ouais. Bah parce que ça permet de débloquer du temps pour les enfants. Et je trouve qu'en France, tout était assez speed. Notamment quand je rentrais le soir à l'école, j'avais les 4 sur moi qui me demandaient quelque chose en même temps. Pour le travail, c'était un peu plus compliqué avec un petit bébé. Je peux prendre mon temps avec chacun, quoi. Donc, et puis j'ai pas à m'occuper, préparer le dîner. Donc de temps en temps, je le prépare. Oui, mais, voilà, bah, le dimanche c'est son jour off, donc elle est pas là. Un luxe certain, mais qui reste accessible à Singapour. Avoir un employé de maison, ici on les appelle les maids ou les helpers, est une chose fréquente. C'est une véritable économie dans la cité-État. C'est pas évident d'avoir quelqu'un chez soi tout le temps, et puis on a un peu l'impression d'être, je sais pas comment dire, dépossédé de son rôle de maîtresse de maison, quoi. Je fais plus le ménage, les lessives, enfin voilà, c'est... Donc ça, c'est... Non, je trouve que c'est pas rien, ça change une vie. Yati, could you take Marius, please? Mais t'étais pas obligé de remettre ton uniforme, hein? Are you coming with me? Tu vas aller avec Yati ou pas? Non. Ouais. Bah, elle va juste se faire une petite balade en poussette. Non. Une minuscule, hein? Ok. Piscine, grande maison, aide à domicile. Pour une première expérience à l'étranger, les Legras vivent dans un cadre idyllique. À cela vient s'ajouter un autre avantage considérable, la possibilité de rentrer à tout moment. Puis on sait qu'on retourne 2 fois par an dans notre pays, donc non, c'est pas comme 2 si... fois par an. Bah si. C'est pas comme si on était privé de notre pays. Enfin, je veux dire, on sait qu'on va y retourner, donc... Un package non négligeable qui leur permet de profiter pleinement d'une expérience temporaire à l'étranger, avec tous les avantages, sans les inconvénients. Une sorte de filet de sécurité. Si les Legras considèrent leur employé de maison comme un membre de la famille, dans certains foyers, elles vivent un véritable calvaire. Ces femmes viennent des Philippines, d'Indonésie ou de Birmanie. Les Singapouriens y font massivement appel. On estime qu'elles seraient 227 000 à travailler comme employées de maison. Un foyer sur 5 y a recours. Horaires de travail et salaires sont laissés à la discrétion de l'employeur. Mais les dérives sont fréquentes. Certaines s'enfuient, victimes de violences physiques ou psychologiques. Elles trouvent alors refuge dans ce bâtiment. L'association qui s'en occupe nous a demandé de ne pas filmer l'extérieur pour préserver leur sécurité. Waouh! Très bien. Très bien, Cyber. Myrna est arrivée des Philippines en 1991. Dans le foyer, c'est un peu elle la doyenne. Alors chaque matin, après le petit déjeuner, elle passe en revue les différentes chambres. Ah, elles font le ménage. Bien. Regardez, elles nettoient. Ces jeunes femmes sont arrivées il y a moins de 2 semaines. Elles sont une dizaine, souvent traumatisées par l'expérience qu'elles viennent de vivre. Myrna s'assure qu'elles vont bien maintenant. Bonjour ma sœur, comment ça va? Ça va. Ton séjour se passe bien ici? Ok. Comment vas-tu? Ça va. Et hier, ça a été? Hier, ça allait. Tu viens tout juste d'arriver, non? Tu as passé qu'une journée ici? Oui. Et ta douleur, elle est passée? Oui, la douleur est plus légère. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon employeur m'a frappé ici, quand je lavais la voiture. Des blessures, souvent superficielles, mais qui traumatisent les filles. Le foyer compte entre 50 et 70 pensionnaires. Elles viennent toutes des pays alentours.
Dans le foyer, il y a plusieurs nationalités qui se croisent, non? Oui, Myanmar, Indonésie, Philippines et Tamoul, et même des Indiennes. Parfois, nous aimons partager ce que nous avons vécu ici à Singapour. Nous demandons comment s'est passé la dernière fois que nous étions avec nos patrons. Le quotidien de Myrna ne déroge pas à la règle. Chez son employeur, elle n'avait pas une minute de repos. Je me levais à 6 h du matin, je me préparais, je rangeais la maison, je leur faisais le petit déjeuner et ensuite j'habillais les garçons. Après tout ça, je devais faire des lessives, préparer le déjeuner. À cette vie de forçat viennent parfois s'ajouter des violences ou des abus physiques. Pour Myrna, c'en était trop. Ils me frappaient. Mon employeur abusait de moi, je veux dire physiquement. L'arrivée au foyer ne fait pas tout. Comme Habib, Myrna envoie la totalité de ce qu'elle gagne pour faire vivre son mari et ses 3 enfants restés aux Philippines. Mais sans travail, elle n'a plus de revenus, une situation qui dure depuis 4 mois. On n'avait pas assez d'argent aux Philippines, même si je travaillais là-bas avant de venir ici. Je suis venue ici pour mes enfants, pour leur futur. Parce que nous sommes une famille pauvre. Et puis, je me devais de leur offrir un avenir meilleur. Je veux seulement que mes enfants finissent leurs études. Sans argent à envoyer tous les mois, Myrna sait qu'elle met sa famille en danger. Si la situation persiste, ses filles risquent de retourner aux travaux des champs. Pire encore, elles pourraient venir tenter leur chance ici. C'est ma fille, Maria Asporia Alvarez. Isolée, loin des siens, Myrna s'accroche à son téléphone et à ses photos, la seule façon d'entretenir un lien. C'est très dur pour moi. C'est très dur de communiquer avec ma famille. Je ne peux leur parler qu'au téléphone. J'achète ma carte téléphonique uniquement pour eux. Je dépense 6 € par mois, rien que pour ça. Si je parle à mes enfants, je suis heureuse. Rien que d'entendre leur voix. Je dois me battre. Pour retrouver du travail, Myrna devra sans doute retourner aux Philippines, avant de revenir tenter sa chance à Singapour. Une procédure qui peut prendre plusieurs mois et qui demande beaucoup d'argent. Car les domestiques, comme les ouvriers, sont recrutés par des intermédiaires. Ces sociétés se chargent de faire venir de la main-d'œuvre à Singapour. Nous allons alors suivre Myrna dans une de ces agences. Elle doit accompagner une jeune femme qui a fui son employeur en emportant son téléphone. Elle doit le lui rendre et tout cela passe par l'agence. C'est pour ça que je veux un face-à-face avec mon employeur. Parce que je n'ai pas de problème. Je n'ai plus peur de lui. Donc je veux un face-à-face. La jeune femme n'a pas été payée depuis des semaines. Elle espère bien récupérer son dû. Nous arrivons alors à l'agence. En fait, un simple bureau avec des vitrines. À l'intérieur, des dizaines de jeunes filles attendent leur futur employeur. Et des agences, il y en a dans tout le centre. À chaque fois, c'est le même principe. Des femmes en uniforme qui attendent derrière une vitrine. Mais dans l'agence de Myrna, toujours pas d'employeur. Je pense qu'on ferait mieux de les attendre. Vous voulez attendre ici? L'employeur est en chemin. Vous faites l'échange avec l'employeur ou on attend là? Peu importe. L'employeur va venir ici. Je lui ai demandé d'amener vos affaires en échange de son téléphone. Personne ne se montre. Le responsable va alors leur proposer une alternative. Vous me le laissez, je vais lui donner. Et une fois que j'aurai rendu le téléphone à l'employeur, il me donnera vos affaires. Ils prennent un autre rendez-vous avec elle et l'employeur demain. Mais s'ils prennent le téléphone et qu'ils ne rapportent pas vos affaires? C'est vrai, c'est un problème. Mais sans ce téléphone, la jeune fille n'a plus de moyen de pression. Myrna et elle vont alors essayer de le récupérer. Redonnez-nous le téléphone et la carte. Parce que s'ils viennent ici et qu'ils n'apportent pas nos
Nous voulons faire l'échange en direct. Nous ne sommes que l'agence. On est entre les deux camps. Nous ne sommes que l'agence. Pourquoi plutôt ne pas rentrer et vous asseoir? Vous savez, on a eu des problèmes avec d'autres employeurs. Certains employeurs jettent nos affaires. Ils s'en fichent. On aimerait vraiment que ça change. Les deux femmes repartent avec le téléphone, mais sans avoir vu l'employeur et sans avoir récupéré leurs affaires. Des histoires comme celle-ci, il y en a tous les jours à Singapour. Peu protégées par les agences qui jouent souvent le jeu des patrons, isolées dans un pays qu'elles ne connaissent pas, les domestiques se retrouvent loin de leur famille, avec tous leurs problèmes. Rester à Singapour, s'y installer pour un temps, y faire sa vie. Expats, entrepreneurs, ouvriers, domestiques ou milliardaires, tous sont venus à Singapour pour des raisons différentes. Mais tous mettent leurs rêves et leurs problèmes de côté le dimanche. Pour certains, c'est le seul jour de repos de la semaine. Myrna et ses amis se donnent rendez-vous pour oublier l'espace d'une journée leurs employeurs. Enfin, je me retrouve. Je me sens libre. J'oublie mon travail, la maison, toutes ces choses-là. Je suis très excitée de rejoindre mes amis. C'est ma meilleure amie. Elle me manque. Je suis heureuse d'être avec elle aujourd'hui. À Lucky Plaza, elle retrouve un peu de chez elle. Le dimanche, ce grand centre commercial est le point de ralliement de la communauté philippine. Entre Philippines, on aime être ensemble. On est contente de pouvoir se voir, se parler. On parle de nos problèmes, de notre travail à Singapour. Loin de leur famille, les ouvriers aussi se regroupent. À Little India, Habib retrouve ses compatriotes. Ici, ils viennent tous du Bangladesh. Comment vous vous êtes rencontrés ici à Singapour? Avec certains, on travaille pour la même entreprise. Avec d'autres, on s'appelle juste au téléphone pour se retrouver ici. Et généralement, tous les dimanches et les jours fériés, les hommes se rencontrent ici. Depuis les émeutes de 2013 qui ont enflammé le quartier, la situation n'a pas vraiment changé. Mais Indiens et Bangladais continuent d'affluer, attirés par l'appât du gain. Mon projet sur le long terme, ce serait d'économiser beaucoup d'argent et de retourner au Bangladesh. Et quand j'aurai à nouveau besoin d'argent, je reviendrai à Singapour et j'enverrai de l'argent à ma mère, à mon père, pour prendre soin de ma famille. La famille. Son absence se manifeste encore plus le dimanche. Et pas besoin d'être dans une situation précaire pour le ressentir. Avec ses amis d'outre-mer, Béatrice tente d'oublier ce vide autour d'un déjeuner. La famille nous manque. Moi, c'est catégorique. Et moi, je trouve ça bien d'avoir des gens de même... On a le même état d'esprit, un peu cool. Et puis, voilà, quoi, c'est sympa. Des gens qui deviennent peu à peu des amis, avec leurs particularités et leurs points communs. On était un groupe de 500 personnes à cet événement. Puis à force de dire bonjour, 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 je viens de terre. Et puis hop, je vois Sarah, bonjour, il y en a dire. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, moi je garde contact avec elle. Ça nous aide à nous rapprocher. On a besoin d'une base en fait. Oui, à se soutenir. Oui. Nos amis, quelque part, deviennent notre famille qu'on n'a plus, parce qu'ils sont loin en fait. Il y a la personne et puis il y a ce qu'elle représente. C'est les îles, c'est la Réunion, c'est Tahiti et je pense qu'on voit l'autre dimension. Ça va, et c'est ça, je pense, qui nous attire parce qu'il y a quelque chose qu'on reconnaît et ça nous met à l'aise tout de suite. C'est beaucoup plus confortable, on clique et on sait que ça va rester. Même quand la famille est là, l'éloignement se fait aussi ressentir. Ah, oula. Très très loin, je pense. La France est un petit peu loin. Hein. Elle est quoi? Elle est vers là hein. Elle est là-bas. Ah, là-bas. Ah, moi, je croyais que la France, elle est là. Non. Tu peux y aller aussi, mais c'est encore plus long. Parce que du coup, on va faire tout ça. Ouais. Marie-Sophie, Bruno et leurs enfants ne sont que pour 3 ans ici, alors ils savourent chaque instant. On n'a pas besoin de bricoler le week-end. On n'a pas les contraintes de tout ce qui pète dans la maison.
Ça, c'est pas mal. À Lille, Bruno, tous les week-ends, il bricolait, on le voyait pas. Il était tout le temps dans son capuche à bricoler. Là, ici, il n'est pas chez lui, donc c'est trop bien. Il est tout le temps avec nous. C'est un peu la destination simple parce que c'est hyper anglophone, il y a une grosse communauté de Français, c'est hyper sécurite. Donc il y a plein de choses qui font qu'on est déstressé déjà par rapport à plein de sujets et qui font qu'après, il va rester effectivement le fait d'être loin de la famille et de devoir parler un peu plus anglais. Et voilà quoi. Mais sinon... Globalement, c'est plus paisible quand même. Moi, je trouve que la vie de famille est globalement plus paisible. C'est parti. Depuis son indépendance en 1965, Singapour est devenue l'une des économies les plus dynamiques au monde. Son mode de vie est envié partout sur la planète. Tout fonctionne. L'éducation, la santé, tout ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir ici. C'est un endroit formidable. Cette réussite, la ville la doit en grande partie aux bras et aux cerveaux venus de l'étranger. Car face au vieillissement de sa population, le gouvernement n'a eu d'autre choix que de faire appel aux talents extérieurs, souvent avec succès. Jusqu'ici, Singapour a été bien dirigé. C'est une ville cosmopolite, multiculturelle, et c'est une situation qui a été très bien prise en main jusqu'ici. Il y a 60 ans, il y a eu des émeutes, beaucoup d'émeutes raciales. Mais ils ont appris de cette expérience et dirigent maintenant extrêmement bien le pays. Jusque-là, ceux qui gouvernaient Singapour ont fait un bon travail. Les dirigeants actuels ne sont pas aussi malins que les précédents, mais je ne vois aucune raison de trop s'inquiéter. Si je décide de m'inquiéter, je vous le dirai. Et si je pars d'ici, je vous le dirai. Mais aujourd'hui, le pays se retrouve pris à son propre jeu. Limiter l'afflux extérieur, c'est aussi se priver d'une main-d'œuvre bon marché et de compétences que la cité-État peine à trouver en son sein. Continuer à l'encourager, c'est se mettre à dos une partie de l'opinion publique. Pour garder son attractivité, la cité-État doit changer les conditions des travailleurs tout en conservant ses atouts. Un subtil jeu d'équilibristes. Singapour occupe aujourd'hui la 4e place en termes de PIB par habitant. C'est aussi cela qui explique son fort pouvoir d'attraction. Nous partons maintenant à Manille, une des mégalopoles les plus peuplées au monde, une des plus dangereuses aussi. Les bidonvilles s'y étalent jusqu'à constituer des territoires propres régis par les gangs. Entre les bandes de quartier, les mafias de la drogue et la corruption qui gangrènent les pouvoirs publics, Manille n'épargne personne. Voici Ville violente Manille, un film de Grégoire Degnaud et Guillaume Martin. Attention, je préfère vous prévenir, certaines séquences sont déconseillées aux plus jeunes. Debout, debout, debout. Debout. Cette maison à droite, c'est la maison de la cible. Mets-toi là! Ça veut dire que s'il devient président, il va forcément abuser. Pour rester avec eux et pour pouvoir dire que je fais partie d'un gang. Tous mes anciens potes sont des drogués ou morts. Personne ne bouge. Entrez, entrez, bienvenue à la maison. Bienvenue à Manille, capitale de l'archipel des Philippines. 20 millions d'habitants. Des constructions à permanence, du bruit, Manille grouille, ne s'arrête jamais. Dans cette mégapole aux deux visages, il y a d'un côté les ultra-riches et de l'autre les bidonvilles. Et au milieu, la violence et les gangs. Direction Barangay, le bidonville le plus grand de Manille. Les TBS nous accueillent. C'est le gang le plus craint des Philippines. À sa tête, Mamo, en casquette bleue. Aujourd'hui, ils nous ont invités à un événement un peu spécial. L'entrée dans le gang d'une nouvelle recrue.
Le futur gangster, le voici. Frédéric n'a que 16 ans. Et malgré sa motivation, il est terrifié. Pourquoi tu es là? Je veux faire partie du gang, je veux être un membre des TBS pour faire partie d'eux. Et tu n'as pas peur? Non, mais j'appréhende un peu. On va le tabasser. C'est un test pour voir s'il est assez fort, s'il est digne d'appartenir au gang. Ce n'est que le début de la violence, car il va affronter encore plus de difficultés quand il fera vraiment partie du gang. Parce que, vous voyez, on doit savoir s'il est prêt. Car on ne rentre pas comme ça dans le gang. C'est pas juste un oui de notre part. Il faut qu'il soit tenace. Il faut qu'il soit fort. Nous, on est tous passés par là. C'est comme ça. Cette initiation à la violence va durer 40 secondes. Cela s'appelle un jump-in. Plus bas. Plus bas. Faut pousser le mur. Allez. Allez, on commence. Debout, debout, debout. Debout. Vas-y, tape-le. Tout le corps est frappé violemment. Seule la tête est épargnée. Allez, lève-toi. Un briquet. On va commencer à le brûler. Avec une cigarette, Frédéric se fait marquer entre les doigts. C'est la marque des TBS. La douleur est insoutenable, mais pas le droit de protester. Il en va de son acceptation dans le gang. Pourquoi vous faites ça? Pour rester avec eux et pour pouvoir dire que je fais partie d'un gang. C'est-à-dire faire partie d'un groupe, quoi. Et ça représente quoi pour vous? La fraternité. C'est comme une fraternité. Un passage à tabac, une brûlure et une poignée de main. La première étape est franchie. Maintenant, c'est bon. Si on a besoin de lui, on l'appellera. Et les jeunes veulent tous venir? Oui, oui, bien sûr. On a plein de demandes. Mais on fait attention. On sélectionne. On ne fait pas n'importe quoi. On n'accepte pas n'importe qui dans le gang. La prochaine étape pour Frédéric sera de tuer ou d'envoyer à l'hôpital un membre d'une bande rivale. Avant de devenir un TBS, on regarde d'abord si tu es capable de contribuer à notre groupe. Par exemple, si tu es riche, si tu peux nous aider, si tu es fort. Là, on t'accepte si tu peux aider le gang. On ne veut pas des gens que pour le décor, pour frimer ou pour devenir nombreux. On a besoin de forts caractères. Il nous faut des gens avec des qualités, qu'on puisse en faire de vrais soldats, des leaders. J'ai remarqué que vous aviez des tatouages. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ça, c'est le nom de notre gang. T. Brown S. Et puis juste en dessous, à droite, c'est commandant. C'est le symbole d'un groupe, le groupe de prisonniers auquel j'ai fait partie. Vous voyez? C'est ce tatouage. Ensuite, là, ce sont des citations. Par exemple, « Seul Dieu peut me juger ». Et là, c'est Al Pacino dans Scarface. Des références à la violence mélangées à la religion, comme si c'était pour se donner bonne conscience. La plupart de ses membres connaissent bien la justice. Ce numéro sur la nuque en est la preuve. Ça correspond au numéro du code pénal qui décrit le meurtre aux États-Unis. Le 187, c'est le meurtre. Meurtre, code de meurtre. Le code pour le meurtre. 187, c'est le meurtre aux US. Le 187, ça veut dire que tu as des ennemis et tu les as tués. On est capable de le faire. On est capable. Et tu as intérêt à être le plus rapide. Et comment vous gérez les membres qui dérapent? Par exemple, le tabassage de tout à l'heure. On le tabasse avant de devenir membre du gang, et quand il est en tort, on fait ce qu'on appelle un jump out. T'es de nouveau tabassé plus fort, et ensuite rejeté du groupe. Ensuite, vous devenez un ennemi.
Et là, tu ne peux plus représenter notre groupe. On te donne plus aucune aide. Et si tu fais une faute grave, la plus grave des fautes, c'est possible que tes anciens camarades te tuent. Il y a certains membres qui ont préféré s'éloigner du gang, comme Cyper. Aujourd'hui, il fait du rap, mais toujours en compagnie de ses anciens compagnons du crime. Yeah. On est parti de rien. Avant, on avait des rêves. On écoutait nos idoles. Ils nous disaient de vivre et de survivre. À l'époque, bien sûr, il fallait avoir de l'ambition. C'est nécessaire ici, car à Manille, quand tu es faible, comme ils disent, si tu t'accroches pas, tu ne peux pas vivre. Tu dois être intelligent. La survie ici, c'est savoir qui sont tes amis. C'est ça, c'est ça. C'est normal d'avoir des ennemis. C'est la jalousie qui fait ça. Il y a toujours des conflits, et dans ces conflits, il faut être solidaire. Ouais, faut être solidaire. Mais tous les jours, on doit affronter des nouveaux gars, des bandes différentes. Tout ça, là, c'est notre vie de tous les jours, nous, les habitants de Manille. Il faut vraiment être fort, il faut savoir se battre. Pour vivre à Manille, il ne faut pas être un peureux. Il faut assumer son rôle, gangster ou rappeur. Car quand tu fais partie d'un gang ici à Manille, tu sais ce qui peut t'arriver. Il y a les meurtres. Oui, les meurtres. Il y a la prison aussi, se faire blesser, aller à l'hôpital. Tout ça nous arrive. Donc il faut pouvoir se défendre. Il faut se soutenir. Mais aussi savoir vivre, tout seul. On sait qu'on fait du mal. Nous aussi, on veut devenir riches. On veut être comme les autres. On veut des belles voitures, on veut bien manger, avoir de belles fringues. Tout ça, quoi. Des bijoux aussi. Moi, je n'ai pas de regrets, car tout ce que j'ai fait, eh bien, je l'ai aimé. Dans un univers aussi pauvre et sale, ne pas sombrer dans la violence est un véritable exploit. À Barangay, le bidonville le plus pauvre et le plus dangereux de Manille, 26 000 personnes survivent au milieu des rats et des ordures. Ici, on est en plein cœur du bidonville. Il y a des gens qui sont morts ici. Ils ont été renversés par des trains. Par là, il y a des membres du gang. Ici, il faut apprendre à bien s'entendre avec les autres. Si tu es cool avec les gens, ils sont cool avec toi. Il faut être très tolérant aussi. Sinon, c'est vraiment difficile de survivre. Mais tout ça maintenant, c'est derrière moi. Maintenant, ma vie, c'est la musique. Et quel type de problème il y a ici? Il y a des accidents de train, des gens écrasés par des trains. Des accidents, oui. L'autre problème aussi, c'est comment gagner sa vie. C'est une façon de vivre. Ici, c'est comme partout. Chacun a ses terres. Quel est votre territoire? Tout ça, c'est notre territoire. Avant, c'était très violent ici. Il y a eu des fusillades. Ici, il y avait une école. Oui, une école primaire. Demande au monsieur comment il vit. Moi, ma vie, c'est les déchets. Les cartons, les autres détritus. Comme le plastique, le papier. Tout ce que je trouve, en fait. Et de la nourriture. Et de la nourriture. La nourriture? Les restes, en fait. Je trouve des restes, des fruits, des légumes. Je trouve ça et les choses qu'on mange ici, ça nous permet de vivre. C'est ici que je gagne ma vie. Comme on dit aux Philippines, l'argent se trouve dans les déchets. Les enfants qui prennent de la drogue,
Je les emmène avec moi pour qu'ils puissent manger et qu'ils arrêtent d'en prendre. Et surtout pour qu'ils ne s'enfoncent pas. Survivre avec le crime, survivre grâce aux ordures. Certains ont fait un autre choix. Direction Caloocan, un bidonville où des enfants ont décidé de se prendre en main. Ils ont entre 12 et 14 ans, mais tous avec un passé de délinquants. C'est le hip-hop qui les motive, avec comme salle de danse, la rue. Voilà, c'est bien, Budding. C'est bien ce que tu fais. Vers l'intérieur, c'est ça. Grâce à Dita, ils ont pu changer leur destin. Ils savent danser. C'est pour ça que je suis fière d'eux. Car malgré tout, je les ai aidés. J'ai réussi à les éloigner de la délinquance. Heureusement, ils sont vraiment gentils. Ils nous écoutent, ils sont disciplinés. Lui, il ramassait les ordures. Aujourd'hui, il est danseur. Voilà. Lui, c'était un mauvais garçon quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il est danseur. Voilà. Voilà, c'est pareil pour lui. Ils étaient têtus, mauvais. Aujourd'hui, ce sont de bons gamins depuis qu'ils sont dans un groupe comme ça. Moi, ce que je recherche, c'est des délinquants, car je veux les éloigner de tout ça. Elle vient du village. Avant, elle terminait toujours au poste. C'était une délinquante. La bad girl, c'est Jay. Elle a 13 ans. Avant, elle était la chef d'un gang de pickpocket. Aujourd'hui, c'est la leader du groupe. On m'a dit que je serais très heureuse si on s'intègre et si on s'entraide. Nous sommes d'abord très unis, les filles et les garçons. On met tout notre cœur dans la danse, ça nous évite de faire des bêtises. La danse nous a permis de changer, de canaliser notre énergie pour aller dans le bon sens. Moi, avant, j'étais une gangster. Chacun de nous a son histoire. Après avoir formé le groupe, on a tourné une page. Et vous êtes comme leur mère? Oui. Elle est comme votre mère? Vous l'appelez comment? Tandita. Nous sommes pauvres. Nous n'avons ni de quoi payer les transports, ni participer au concours. Mais par chance, ils gagnent. C'est votre plus beau prix? Oui. Ça vaut 400 €. Oui, c'est notre plus grand prix. La grande compétition à laquelle on a participé avec l'équipe. Il y avait même des plus âgés que nous. Et c'est nous qui avons gagné. On était trop heureux ce jour-là. Car grâce à ce trophée, on peut tous étudier. Ils sont heureux avec les 400 € qu'ils ont gagnés. Ça fait 14 € par enfant. Quelques euros pour un concours, une bien maigre consolation. Alors comment ne pas replonger dans la délinquance? Derrière son sourire, Dita a posé des règles très strictes. C'est interdit pour eux de fumer des cigarettes ou de la marijuana, ou encore de boire de l'alcool. Si par exemple on apprend qu'ils touchent à ça, ils sont exclus. Heureusement, ils obéissent. Ils sont disciplinés, ces enfants. Et c'est peut-être pour ça que nous y arrivons. À Manille, dans la moiteur tropicale, la pollution, le bruit, la surpopulation, les esprits ont vite fait de s'échauffer. La police est débordée pour combattre le crime. Alors elle peut compter sur la presse pour lui donner un coup de main. Direction, le commissariat central. Nous rencontrons Bernard. Son bureau, c'est ici. Il n'est pas policier, mais photographe de faits divers. Aux Philippines, chaque commissariat a sa salle de presse où les journalistes peuvent travailler et attendre une affaire. Allô Sandro?
Ah, il y a une fusillade à Fairview, mais c'est fini? Vous savez, la vie est très difficile ici aux Philippines. Dans cette immense métropole de Manille, ici à Manille, il y a par exemple un policier pour 1500 habitants. Alors c'est pas étonnant que les forces de l'ordre aient beaucoup de mal à suivre. Regardez par exemple cette photo. Elle a fait la une du Philippine Star. Je me suis rendu sur place et j'ai vu le couteau enfoncé dans la poitrine. Elle avait été assassinée. Et à ce jour, nous n'avons pas encore trouvé le coupable. En fait, la police pense que l'assassin est un de ses clients. Elle lui aurait transmis le HIV. Dans ce commissariat, Bernard est chez lui. Pour l'instant, pas de travail. Les rues sont calmes et les geôles sont vides. Il y a un mois, on a compté 10 morts. Aujourd'hui, ça a un peu ralenti. Regardez par là, c'est ouvert. Et vous voyez bien, il n'y a personne. C'est très propre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de criminels. Alors on attend, on tue le temps. Les pires moments sont les jours de paix. Avant et après le jour de paix. Disons les 15, 16 ou 17 du mois. C'est très violent à ce moment-là, car vous savez comme la vie est difficile maintenant. Et il y a aussi beaucoup d'incendies dans les endroits défavorisés. On ne peut pas blâmer les gens qui ont faim, on ne vient pas à leur secours. Le calme était de courte durée. Un mort à Valenzuela. On y va, vite. Bernard a reçu un appel. Il n'y a pas de temps à perdre. Avec la police, on est en première ligne. Il y a des risques, surtout dans les fusillades. Heureusement, on est encore vivant. Et comment vous avez appris ça? Comment vous avez eu l'information? Par la radio. Il y a eu des coups de feu à Valenzuela. Donc je l'ai appelé et il m'a confirmé qu'ils étaient encore là. Arrivé sur les lieux, Bernard n'est pas le premier. Quelques journalistes sont déjà là. Alors il faut faire vite, prendre les informations, photographier. On ne doit pas s'attarder. C'est là? Dans la Nova, c'était la victime. Il a bloqué l'autre. Et lui? Il avait une arme et il a tiré sur l'autre. Mais il est où? Il s'est énervé et il s'est échappé. Le chauffeur s'est échappé? Oui, il s'est échappé. Serine Castro? Oui, oui. La femme de la victime a été prévenue. Son mari n'a pas été tué pour un règlement de compte ni un braquage, mais pour une toute autre raison. Il y a eu une altercation dans les embouteillages. Le premier conducteur a bloqué l'autre. Il est descendu de sa voiture et est venu voir le second conducteur qui a paniqué et lui a tiré dessus. En fait, ça a commencé par un petit conflit. Ils se disputaient la priorité. Ensuite, l'un d'eux n'a pas pu supporter ça. Et voilà comment ça se termine. Le ton monte et on retrouve un cadavre sur la chaussée. C'est ce que l'on appelle un road rage. Comprenez la rage au volant. Le quotidien à Manille. On en dénombre plus de 70 par an. Retour au commissariat. Bernard doit choisir ses photos et les envoyer au journal. En faisant ce métier, il a l'impression d'aider.
Ça va être publié ce matin, j'ai de quoi faire un article. Ça va s'adresser à tous les chauffeurs. Vous voyez, c'est l'été, il fait chaud, et les gens s'énervent facilement. Demain, tout le monde va en parler, tous les autres journaux. Ici, à partir d'un petit conflit dans les embouteillages, ça se termine par des tirs. En ce dimanche des Rameaux, les croyants se bousculent pour se faire bénir. Les Philippines est le seul pays chrétien de l'Asie du Sud-Est, un héritage religieux de la conquête espagnole du XVIe siècle. Dans ce pays dévasté par le crime et la corruption, la religion donne un peu d'espoir. Le Père Abet le rappelle à chaque messe. L'Église nous rappelle que l'on ne doit pas oublier que nous sommes tous pauvres. Nous sommes tous pauvres d'une façon ou d'une autre. Et nous avons besoin de quelque chose ou quelqu'un qui puisse nous aider pour améliorer notre existence. Il n'y a rien d'autre. Il y a une façon de lutter contre la corruption et le désordre dans le gouvernement, c'est de croire dans l'amour du Christ. À Makati, le district le plus riche de Manille, tout est privé. Les rues, les trottoirs, les lampadaires, tout. Dans ce quartier d'à peine 40 ans et en plein essor, on est maire de père en fils. La corruption est à tous les étages. Et pour la dénoncer, il y a Tulfo, le journaliste anticorruption. Bonsoir, nous sommes jeudi, bienvenue dans notre émission, je suis Irène Ferrer. Et je suis Monet Tulfo, votre loyal présentateur. Restez avec nous, nous avons des nouvelles croustillantes pour vous aujourd'hui. On va partager nos opinions. Il y a deux camps qui s'opposent en ce moment et ils sont divisés. À Makati, il y a le maire suspendu, Junjun Binay, accusé de détournement. Et il y a le maire adjoint, Romulo Peña. Il a été nommé par le ministère pour le remplacer. On parle d'un immeuble à Makati dont le financement est plus que douteux. Il est question d'énormes sommes détournées. Binay se sent tout puissant car son père c'est le vice-président. Il pense que son père peut l'aider. La mairie de Makati, la voici. Le maire accusé de corruption y est retranché. Pas de service de sécurité devant, mais des centaines de gens, fervents supporters du maire Binay. Binay, Binay, nous sommes pour Binay. Binay, Binay, nous sommes pour Binay. On reproche au maire Binay d'être corrompu. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est pas vrai. Toute ma famille reçoit des aides. Donc on ne veut pas qu'il parte. Nous sommes toujours pour Binay. Tout ce qu'il a fait est bon. Toutes les aides pour les écoles, les étudiants, il aide pour les médicaments, pour tout. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ce n'est pas possible de changer le maire Binay. Il n'y a que Binay pour toujours. Jusqu'à ma mort, je serai pour Binay. L'ancien maire Binay a été démis de ses fonctions par la justice. Il aurait empoché environ 40 millions d'euros pour la construction d'un immeuble. Tulfo et le nouveau maire Peña regardent le spectacle impuissant. Voilà, c'est là. Voici l'immeuble en question. C'est là où tout a commencé. La construction de cet immeuble a coûté à la ville 46 millions d'euros. Le prix réel est de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, vous vous rendez compte? Et voilà, on y est. Oui, c'est mon bureau. Pourquoi votre bureau est ici? Eh bien, le maire suspendu ne veut pas quitter la mairie. Il est encore là-bas. Ça fait 17 jours. En fait, actuellement,
C'est lui le maire officiel. Et il remplace le maire de Makati, Junjun Bineh, qui lui est toujours à la mairie, malgré sa suspension. Il est mis en examen par le tribunal pour corruption. En ce moment, l'enquête est en cours et le tribunal a donné l'ordre pour suspendre ses fonctions. Le ministre de l'Intérieur a décidé de me nommer maire. Mais vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas gérer la ville. Pas encore, mais petit à petit. Certains services de l'extérieur, comme la police, les pompiers, comment vous dire, comme les banques. En fait, je suis aux responsabilités. Mais concernant les opérations concrètes dans la ville, je ne peux pas m'imposer. Je ne peux pas les appeler pour une réunion, car l'ancien maire les empêche d'assister à mes réunions. C'est un peu particulier, effectivement. Le maire actuel a peur. La foule protège l'entrée. Il ne peut même pas faire appel à la police. La situation est inextricable. Je ne peux pas rentrer. Il ne peut pas. La foule l'en empêcherait. C'est impossible pour vous d'entrer à l'intérieur. Ah oui, oui, vraiment impossible. Il ne peut pas rentrer avec la police? Vous savez pourquoi la police ne peut pas forcer l'entrée? Car ça peut prendre un tournant politique. Oui, il a raison. Il a raison. Si par exemple quelqu'un dans la foule est blessé, ça serait un point pour les Bineh. On nous a rapporté que les Bineh leur avaient dit « Si vous nous soutenez, on vous donne de l'argent. » Vous vous rendez compte? C'est une foule payée. Combien sont-ils parfois? Une fois, ils étaient 2000. 2000. Il y a de la nourriture gratuite. Nourriture gratuite et cinéma gratuit. Il y a ceux qui mangent gratuitement. Et il y a les autres qui survivent. À Manille, 15% de la population a faim. Retour à Barangay. C'est dans le cimetière que les TBS passent leur journée. Ici, entre les tombes, des gens vivent parmi les victimes de la violence criminelle. T'as apporté quelque chose? Mais non. Bruti, tu crois que je suis de la police? De temps en temps, les TBS viennent se souvenir de leurs anciens camarades morts. Ici, c'est un de nos vétérans qui est mort. C'était Rodolfo. On l'appelait Dolphy, ou Suisse. Il a été tué en quelle année déjà? 2000. Ouais, vers 2000. Il s'est embrouillé avec un autre gang. Il leur a volé 2 bocaux d'ecstasy. Il les a braqués avec une arme. Lui, tout seul, il a braqué le dealer. Et là, ils l'ont recherché, ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont coupé en morceaux. On a retrouvé toutes les parties de son corps, sauf la tête. N'est-ce pas, mon frère? Ouais, ouais. Partout, on trouvait des parties de son corps. Putain, mais personne ne vient jamais lui rendre visite. On vient ici pour honorer sa mémoire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est toujours pas vengé. On connaît le gang, mais on ne sait pas exactement qui sont les tueurs. S'ils retrouvent les meurtriers, une guerre des gangs éclatera. Et la seule façon de la gagner, c'est d'avoir le maximum d'armes. Tu vois, on a besoin de ça ici. Car avec un flingue, on sauve notre peau et on protège nos familles. Car si on n'a pas ça, on se fera dévorer par les zombies. Allez les enfants, partez. On voit aussi que vous portez des croix. Vous arrivez à associer le Christ, les cimetières, les armes. Vous pensez que cela va ensemble? Si on ne se protège pas, si nous n'avons pas toutes ces armes, ce sera nous qui serons enterrés dans ce cimetière. Je considère que chaque jour où nous sommes épargnés, eh bien c'est une victoire. Dieu est présent à chaque moment. Dieu décide combien de temps on a pour vivre.
On ne prétend pas être les plus forts, mais on fait de notre mieux pour rester en vie. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes nos armes. Mais ça ne nous empêche pas de croire en Dieu. En tout cas, c'est notre force. Nous en avons besoin pour survivre. On demande à Dieu de nous pardonner. Des membres de notre groupe sont morts et ils portaient des armes. D'autres sont en prison ou se cachent. Dieu n'y est pour rien. C'était leur temps pour mourir. Je voulais discuter tranquillement avec eux. Le ton est monté. Il voulait sortir son arme. Je lui ai dit « Sors-le ! Sors ton flingue !» Abruti. Je leur ai donné une chance. Ils étaient 4. Et personne voulait le sortir. Son flingue était derrière lui et il était assis dessus. Comment il peut le sortir? Donc, je l'ai tué. Les TBS ont été fondés ici, aux Philippines. Ça fait longtemps qu'on existe. Nous sommes le gang le plus dangereux des Philippines. On est très nombreux, on est partout, on a le contrôle de la plupart des rues. On tue des gens, on sème la terreur dans les rues. En fait, on fonctionne comme un syndicat. Et maintenant, nous, on fait aussi du trafic de drogue. On vole, on vend des armes, on est responsable de nombreux crimes. Chacun a sa compétence. Et vous n'avez pas peur de la police? On leur échappe. On ne veut pas aller en prison. Ici, aux Philippines, les conditions en prison sont insupportables. En prison, on ne mange pas régulièrement. Et c'est compliqué, même pour dormir. Et parfois, les gangsters jouent les agents doubles. La police a besoin d'indices, surtout pour lutter contre la drogue. Sans eux, elle ne pourrait pas travailler, pas infiltrer les groupes. Nous rencontrons Bouaoui. Cela fait longtemps qu'il renseigne les stupes, et c'est toujours la même méthode de travail. Combien ça coûte la dose? Par ici, là où je vais le chercher, le moins cher c'est 5 grammes pour 75 €. Ça fait longtemps que vous travaillez avec les stupes? En tout, ça fait 9 ans. Et vous avez travaillé sur des opérations compliquées? Comment ça se passe? Ah, j'en ai fait beaucoup. Ils disent que ces interventions sont délicates. D'abord, j'y vais et je filme. Parfois, ils me mettent les menottes pour faire croire qu'ils m'arrêtent aussi. Mais je me suis habitué. En plus, je travaille tout seul. Donc il y a certains endroits que j'évite, comme les mosquées. C'est comme ça. Je suis habitué maintenant, mais la peur est là. Et elle ne va pas partir, mais c'est pas grave. Parfois on se fait tirer dessus. Ou bien, quand je suis à l'intérieur, c'est dehors que ça tire. Mais bon, c'est ok. Toute la société philippine est touchée par ce fléau. La drogue, c'est de la méthamphétamine, appelée aussi chabou. Ultra forte, ses effets sont ravageurs. Oui, ils consomment tous. Les fonctionnaires dans les mairies, les employés. J'ai des collègues qui consomment de la drogue. Dans la police, ici, dans notre secteur, les policiers en prennent. Et quand ils attrapent quelqu'un, c'est ça, ils font comme ça. Ils font payer ses trafiquants et les choses qu'ils trouvent, ils les consomment. Garde-toi plus loin, pour pas qu'ils nous voient. Bouaoui est aussi consommateur de chabou. Il part dans un point de vente. Il filmera comme il le fait avant les opérations de police. Et cette fois-ci, il se fait passer pour un dealer. Ça, tu vois, c'est la meilleure drogue. C'est toujours le même dealer qui me fournit. Il la vend pas trop cher.
Si c'est juste pour goûter, ça va. Oui, bien sûr. J'ai déjà préparé l'argent de toute manière. Sois discret, dis pas ça. Toi, tu demandes toujours de l'argent et tu nous donnes rien. Ouais, c'est vrai. C'est mieux de prévenir avant. À toi. Pour moins de 300 €, vous pouvez acheter 20 grammes de méthamphétamine. Alors, beaucoup rentrent dans le business. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des achats, et ensuite on a fumé. D'abord on était 2 et les autres nous ont rejoints. Et ces gens ils font du trafic depuis longtemps? Ah oui, ça fait longtemps qu'ils font ce trafic. 20 ans environ. Et qui sont-ils? C'est des petits commerçants. Ils sont du quartier. Tout le monde est susceptible de vendre cette drogue de synthèse, facile à fabriquer. Au cours des 3 premiers mois de 2015, près de 4 millions d'euros ont été saisis. Attendez-moi à la porte. Javier Cuyason dirige une unité antidrogue. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son indique. On partage les informations de l'indique entre tous les groupes STUP, car c'est la procédure au sein du département antidrogue. Mais l'indique travaille exclusivement avec notre équipe. Il nous a déjà aidés sur plusieurs opérations qui ont été des succès pour notre groupe. On l'utilise depuis déjà un bon moment. Parfois, les dealers n'hésitent pas à demander des garanties un peu spéciales. Si un deal doit se faire à l'extérieur, le contact est pris par l'indique. Pour un caillou de chabou de 200 grammes, par exemple, l'acheteur va devoir laisser son enfant en garantie de paiement. Il va chercher l'argent, et quand le dealer reçoit l'argent, alors il laisse l'enfant partir. Une assurance? Oui, en quelque sorte, c'est comme une assurance, pour garantir le paiement. Drogue contre enfant. C'est dans une ferme que le contact est pris. Après repérage de l'indique, les policiers vont mettre en place le plan d'attaque. Tout doit aller vite, rien n'est laissé au hasard. Un homme âgé avec un haut à rayures, mais c'est quoi son nom? La Barda. La Barda? Il a un peu les yeux bridés. Montre-moi ce que t'as acheté. J'ai acheté ça. Oui, ça vaut 10 €. Fais-moi un dessin. Marque les endroits pour qu'on puisse faire un plan. À cet endroit, il y a un carrefour. Voilà, c'est à côté d'une école primaire. Adriana. Adriana quoi? Rue Adriana. C'est ici l'entrée. Mais il y en a aussi une derrière. Ici, c'est l'entrée, et il y a une sortie par ici. Oui, au carrefour à gauche. Ok, alors 2 personnes se posteront là. On le bloque ici, mais le plus important, c'est de le prendre par surprise. Quand on arrive, personne ne doit s'échapper. Alors voilà ce qu'on fait. Qui va acheter? Il faut lui acheter. Ça sera peut-être lui. Et il est grand, cet espace? Allez, équipez-vous. Ces opérations ont lieu en plein jour. Alors la discrétion est de rigueur. Les indiques ne participent pas à l'interpellation, mais sont avec la police jusqu'au dernier moment. La réussite dépend en grande partie de leurs informations. Là, on fait une reconnaissance d'abord. On a la cible. On sait où la trouver. Donc c'est pour ça qu'on va aller à son domicile. On tourne autour pour savoir comment il fonctionne, où il se positionne et où on peut le coincer. C'est une personnalité de la drogue, connue dans les environs, qui fait du trafic de chabou. À gauche. Là-bas, c'est ça. Oui, l'école primaire de Manibago. On rentre ici.
Cette maison à droite, c'est la maison de la cible. Voilà, c'est lui là. Et son beau-frère aussi. Allez, on descend. Venez ici. Reste ici. Oui, oui. Personne ne bouge. Mais je n'ai rien. Je n'ai rien. Venez avec moi. De quoi, monsieur? Vous là-bas. Suivez ce qu'il dit. Restez là. Oui, monsieur, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mettez-vous par terre. Restez là, par terre. Son corps, cherchez, cherchez. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Rien, monsieur, je n'ai rien, monsieur. Suivez ce qu'il dit, restez là. Ne prends pas ça, laisse-le-moi. Prends pas ça, laisse-le-moi. Chope l'autre, chope l'autre. Voici la preuve. Venez ici, vous deux. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Comment, monsieur? Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'arrivez pas à en trouver un, le gouvernement s'en chargera. Oui, monsieur. Qui est là? Réveille-toi. Réveille-toi, fils de pute. C'est lui. On y va, on y va, on y va. Emmenez-le. Votre nom? Tess. Quoi? Votre portable? Y a que moi ici, le propriétaire n'est pas là. Voilà un briquet. On y va, on y va. Ce que tu as trouvé, tu l'as récupéré? C'est fait. Ok, il faut mettre l'argent d'un côté, la drogue de l'autre. Donne-moi l'argent. La prise est maigre, quelques doses, de l'argent, mais c'est surtout le flagrant délit qui compte pour les policiers. Même si tout le monde se dit innocent. Non mais moi j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. Pas de retour au commissariat. C'est dans une ferme que les procès-verbaux sont rédigés. Devant témoins. Où il est celui qui a acheté? Bon. Alors ça, nous l'avons récupéré sur lui. Et ça, on l'a acheté. Ensuite, l'argent. Montre-moi l'argent marqué. Celui qu'on a récupéré. Voici ce qu'il se passe après l'arrestation. On fait le procès-verbal. Selon l'article 165, le procès-verbal doit être fait devant un témoin, soit l'élu du village, soit le représentant des médias, soit encore le représentant du département de la justice. Le secteur où nous sommes est vraiment connu comme une plaque tournante. Et on vient souvent ici. Les gens connus pour le trafic le savent. Et on a déjà démantelé un groupe de trafiquants. Ils seront placés en garde à vue. Avant leur procès, ils attendront en moyenne 4 ans. Le système judiciaire philippin est calqué sur la loi américaine. Et tout se fait en anglais, alors que la majorité des délinquants ne parlent pas cette langue. Avant d'être transférés dans une prison municipale, les 3 hommes attendront des jours dans une cellule bondée. Pas de fenêtre, l'air est suffocant et le comité d'accueil les attend. Entrez, entrez, bienvenue à la maison. Regardez d'abord dans les poches pour voir s'ils ont des choses de valeur. On devient sage ici. Enlevez les vêtements, mes amis. Enlevez vos vêtements.
La drogue, c'est la cause de toute la criminalité ici aux Philippines. C'est pourquoi nous avons augmenté les peines. Le trafic de drogue est devenu le fléau majeur dans notre pays. Et beaucoup de jeunes en sont victimes. C'est comme une maladie contagieuse. La méthamphétamine, c'était connu comme la cocaïne des pauvres. Alors la cocaïne et la méthamphétamine ont des effets similaires, mais contrairement à la cocaïne, la méthamphétamine dure plus longtemps, avec ce qu'on appelle la montée. Il y a un effet puissant sur le cerveau. On peut faire des choses impossibles, on se croit invincible, on ne dort pas, on ne mange pas. Certains même ont des hallucinations. Ça devient un vice. Alors ils finissent par voler pour pouvoir consommer. C'est ça, les effets de la drogue. Et pourquoi vous faites ça? Vous vendez de la drogue? En fait, moi je prends pas de drogue. J'ai rien fait. Quelqu'un m'a demandé de donner un truc. Et à ce moment-là, les policiers sont arrivés. Et pourquoi vous étiez d'accord pour faire ce travail? Moi j'ai fait ça uniquement pour connaître les trafiquants. Mon neveu est une victime de la drogue. Si je trouve les dealers, je les tue. Durant le premier trimestre de 2015, un peu moins de 2000 personnes ont été arrêtées, uniquement pour des affaires de drogue. Retour dans le bidonville de Jay. Aujourd'hui, c'est jour de gala. Sa troupe et elle vont danser à un festival de hip-hop. Mais avant de partir, Jay a ses petites habitudes. Voilà, c'est ici où je vis. Quand je me prépare, avant un concours, je préviens d'abord ma mère pour qu'elle me donne la permission et surtout pour qu'elle sache où je vais. Avant de me préparer, je mange. C'est pas trop pour toi? Non, ça va. T'es pas fatiguée? Oui, un peu. Qui va participer? Nous sommes plusieurs groupes. Avant, elle traînait partout, elle ne dansait pas. Et puis un jour, j'ai appris qu'elle voulait faire des compétitions de danse. Alors elle a demandé de l'argent pour des uniformes, j'étais d'accord. Je lui ai dit, on ira voir ton père à Bulacan pour lui demander de quoi acheter des uniformes. Au départ, je n'étais pas d'accord parce que ça perturbe les études. C'est pas évident d'associer la danse et les études. Heureusement, les professeurs ont été compréhensifs et elle continue de bien travailler à l'école. Elle a des bonnes notes. Moi, j'aimerais vraiment devenir institutrice. Et mes frères et sœurs, j'aimerais qu'ils terminent leurs études. Pour pas qu'ils deviennent comme les autres enfants d'ici. Pour pas qu'ils traînent. Pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. J'aimerais qu'ils le fassent pour la famille, qu'ils nous tirent vers le haut. Je vais partir, maman. Tu m'accompagnes? La danse, c'est ce qui a sauvé Jay. Et sa mère est fière qu'elle s'en soit sortie. Mais tous les enfants n'ont pas la force et la même chance qu'elle. Dans son groupe, tous ne vont pas à l'école. Départ pour le festival. Faute d'argent, c'est à 8 que l'on s'entasse dans ces sidecar taxis. Je monte avec Jason. On va tout droit. Roule pas trop vite. Pas facile de vivre ici. Avec comme salaire moyen moins de 5 € par jour,
l'espoir n'est plus vraiment au rendez-vous. Et pourtant, Jay et ses amis ont décidé de se battre. L'espoir par le hip-hop, c'est le nom de ce rassemblement. Des rappeurs étrangers sont aussi là pour faire le show et signer des autographes. Les enfants des bidonvilles sont là pour recevoir le message. B-Boy Mouse, l'un des organisateurs, a lui aussi un passé de délinquant. Ce projet est là pour vous encourager à danser et on espère que vous ne penserez plus à un mode de vie fait de drogue et de violence. Personnellement, le hip-hop m'a changé. Avant, j'étais dans la délinquance. J'étais perdu. Pour vous dire la vérité, tous mes camarades sont en prison ou sont morts. Je suis le seul qui s'en est sorti. Le hip-hop m'a appris à trouver une place dans ce monde. J'espère que vous suivrez notre exemple. Soyez constructifs. Éloignez-vous des mauvaises rencontres. Travaillez bien à l'école et dansez comme nous. Soyez heureux. Voilà, c'est tout. Attention, préparez-vous. Voici le groupe Les Kids. Applaudissez-les. L'espoir aura réussi à sauver Jay et ses amis. Ils ont repris goût à la vie et à ses valeurs. Mais dans une mégapole rongée par la violence et la misère, les futures générations auront-elles le courage et la force de ne pas sombrer dans la délinquance? Un Philippin sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté et 6 millions d'enfants obligés de travailler rêvent d'aller à l'école. C'est sur ce constat terrible que nous terminons ce numéro d'investigation. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée.